Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va faire le point un petit peu sur les marchés, on va regarder quelques actions par la suite. Même chose, je vais rester sur une vidéo unique cette fois-ci. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des pouces en l'air, liker les vidéos, les partager sur les réseaux sociaux, etc. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet à la chaîne un petit peu de se faire connaître et potentiellement d'aider plus d'investisseurs, c'est bien le but. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça également vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Je vais continuer de rester actif l'été et de continuer de publier quelques vidéos. Donc voilà, si jamais entre deux bouquins, vous avez le temps. Et qu'est-ce qu'on a cette semaine? Bon, on n'a pas grand-chose de nouveau, sur la macro, c'est toujours la même chose. Pour moi, on est dans cette phase de transition, j'avais parlé de l'été, on est en plein dedans, on voit des premiers résultats qui sont sortis, des résultats notamment sur des valeurs technologiques qui sont vendues. Alors on peut se dire que les résultats sont pas mauvais, c'est pas ça, c'est juste que voilà, ça commence, on le voit bien, ça commence un petit peu plus à patiner, c'est normal, et les cours avaient été énormément appréciés en mode 50%, 100%, 200% sur certaines valeurs, donc forcément on vend les résultats, mais quelque part, voilà, on peut se dire qu'on utilise surtout le prétexte pour prendre des profits, surtout avant l'été, parce que je pense que beaucoup de personnes, voilà, il y a la fête la semaine prochaine, et puis après on plie boutique et on se retrouve fin août. Ça ne veut pas dire qu'il se passera rien sur le mois d'août, en règle générale, c'est même le contraire. Mais voilà, c'est des mois c'est un mois qui va peut-être être plus volatile, plus en mode trading qu'en mode investissement. Donc ça peut valoir le coup si on doit se reposer, de se reposer ce mois-ci, et on aura l'occasion certainement de refaire des stratégies à partir de septembre. Et l'une de ces stratégies, c'est de penser que maintenant qu'on a applaudi demain sur le fait que l'inflation baisse, à un moment donné ou à un autre, on va se rendre compte que le plus gros de la baisse de l'inflation est déjà passé. Maintenant, ça va être beaucoup plus dur de la faire baisser. Surtout comme l'économie est résiliente, peut-être que la Chine va nous rajouter un stimulus, etc. Les pétroles et les différentes matières premières sont en train de remonter la pente. Alors, je ne crois pas, moi, à un retour de l'inflation énorme, mais vous pouvez avoir un rebond de l'inflation, un rebond des matières premières qui fait que voilà, on se repose des questions, etc. Je ne crois pas non plus que la Fed montera excessivement les taux, je pense que le discours va rester dans cette idée-là, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais que voilà, ils vont faire un 0,25 certainement sur le mois de juillet, la probabilité est montée à 100%, ils feront peut-être un 0,25 en plus sur le mois de septembre, mais voilà, ça va s'arrêter là, on n'est vraiment pas, j'ai l'impression que je radote, mais on est vraiment pas à 0,25 près. Moi, l'idée maintenant, c'est plus euh, combien de temps les taux vont rester à ce niveau-là, malgré le ralentissement économique qu'on va commencer à se prendre au fur et à mesure. Ça va arriver au fur et à mesure et crescendo, et je dirais que voilà, on est vraiment dans une période contraignante maintenant, puisque les taux sont au-dessus de l'inflation dorénavant. Donc c'est que maintenant qu'on commence vraiment la vraie contrainte de liquidité. Donc c'est maintenant, pour moi, où on va en savoir un petit peu plus sur la vraie résilience des choses. Donc comme je l'ai toujours dit, la bourse, si vous voulez, elle anticipe 5 fois la prochaine récession à venir, mais parce qu'elle est dans l'anticipation, et l'économie, lui, c'est un paquebot. Elle, c'est un paquebot. Donc elle est très lente à varier, et pour moi, voilà, on arrive dans cette transition-là, et on le voit. On voit un petit peu plus, donc quelques prises de profit sur sur les valeurs tech. On retourne, on va chercher un petit peu de défense, etc. Les télécoms sont fait laminer, mais du coup ça fait ressortir des valeurs qui vont pas faire faillite demain, qui vont continuer d'offrir du dividende, sauf si on part en dépression économique, mais pour l'instant voilà, on a des rendements qui peuvent être très intéressants, c'est-à-dire qu'on a cette rotation qui peut venir, où certes c'est pas les meilleures valeurs de la cote, etc., mais on sait qu'on a un socle fondamental, on a un socle de rendement, etc., donc on peut avoir quelques prises de profit sur les valeurs, on va dire, de qualité, qu'on avait publicité depuis le début de l'année, on en avait parlé en janvier, et en retour un peu plus sur les valeurs dividendes, entre guillemets, défensives, etc. En attendant de voir la suite et de voir, ok, la dégradation économique c'est bien beau, mais il va falloir voir si ça s'amplifie avec le temps, si on reparle de l'immobilier commercial qui revient, parce que faut pas sous-estimer, si vous voulez, que on a beau avoir l'impression que tout va bien,
moi je pense que tout va bien, entre guillemets, mais on est fragile, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un événement X ou Y qui arrive, et on va se retrouver, vous allez voir, le marché va démontrer sa fragilité. Donc, à ce stade-là, voilà, pour moi, on rentre plus dans un marché un petit peu plus de trading dorénavant, où on a des zigzags qui vont permettre aux traders éventuellement de profiter de ces aléas et de cette volatilité. Et pour l'investisseur, mis à part si on part sur de la value, on va chercher de la rotation de son portefeuille, etc. En effet, ouais, il y a peut-être un petit peu, mais on reste anticipé d'un point de vue purement graphique. Il y a certainement peut-être un petit peu moins de choses intéressantes, ou en tout cas le ratio gain-risque est beaucoup moins intéressant dorénavant sur les valeurs de qualité. Je parle sur les valeurs value, il y a peut-être quelques rattrapages à jouer, mais voilà, pour moi, mis à part ces rattrapages-là, les retournements de tendance, il y a encore du boulot à faire. On regardera peut-être quelques graphiques. Donc voilà, quand on regarde l'obligataire, pour moi, ben, on est dans cette phase de transition-là. C'est-à-dire que si le marché se remet à parler récession et à avoir peur que cette récession va être plus forte et que la Fed ne baissera pas ses taux, ou ne les baissera pas aussi vite que l'on croit, et donc on va augmenter, en maintenant les taux, si vous voulez, on va augmenter le potentiel, maintenant les taux courts, hein, les taux longs se mettraient à baisser, mais du coup, donc l'inversion de la courbe s'amenuiserait, mais ce qui est le plus intéressant, si vous voulez, c'est que vous aurez des taux réels positifs, donc on sera dans une vraie, on passera dans une vraie contrainte à ce moment-là. Et pour moi, c'est là où les obligations qu'on a parlé vont retrouver des couleurs. Parce que elles vont resservir de défense, on va venir chercher des obligations qui se payent sous le pair actuellement, donc à -3, -4, -5%, et qui vont vous payer un rendement à 5-6%. Et c'est idéal, si vous voulez, pour attendre patiemment de savoir est-ce que on se tapera une vraie récession ou est-ce que ça sera une petite récession, etc. On ne change pas, hein, j'ai l'impression de répéter, mais en gros, il y a 3 mois, on disait exactement la même chose, c'est juste que éventuellement on repousse le truc, mais on sait qu'on va y avoir droit à un moment donné, et qu'il faudra se poser ce type de questions. Donc je dirais l'inflation devient un truc un petit peu secondaire, maintenant on regarde plus la santé du consommateur, sa capacité à garder sa résilience, et donc les ventes au détail. Et on voit que petit à petit, ben, ça va commencer à tirer la gueule. Le chômage, ça reste une stat qui est très retardée, c'est le dernier truc à monter, donc globalement, voilà, on peut toujours le regarder, mais lui, il peut rester résilient plus longtemps que ce que l'on croit. Moi, je pense que le marché, maintenant, on va vraiment commencer à se concentrer sur les ventes au détail. Donc, ce qu'on veut voir, éventuellement, si le marché se concentre sur ça, c'est qu'on revient au-dessus de la zone des 98 sur notre 10 ans américain, donc ça, c'est le prix d'obligataire. Et si les prix de l'obligataire s'apprécient fortement, ben, c'est bien pour ceux qui ont acheté les obligations, parce que non seulement ben, vous avez un rendement intéressant, mais vous gagnez également de la plus-value latente, et c'est ça qu'on va jouer sur les 6 prochains mois, hein. Plus le marché va éventuellement avoir peur de la récession, plus il va aller chercher des obligations, plus il va décider, plus les taux longs vont baisser, et plus les obligations qui viennent de sortir actuellement offriront donc les meilleurs taux, et donc seront recherchés, et leur prix augmentera. Donc c'est là, si vous voulez, où le prix des anciennes obligations qui sont sorties là seront les plus intéressantes pour faire de la plus-value. Donc c'est ça que le marché éventuellement va rechercher, et si ce scénario-là est validé, ben, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir les prix des obligations monter, et on le voit ben, dépasser cette zone des 98 pour se remettre en embuscade du break des 100. Voilà. A contrario, évidemment, si on continue de naviguer plutôt vers le sud et en dessous des 94, le marché nous indique qu'il pense que l'inflation n'est pas terminée, et surtout qu'il pense que la Fed va continuer de monter ses taux bien au-delà de ce que l'on croit. C'est pas le scénario que je privilégie à titre personnel, mais je me rangerai à l'avis du marché. Et là, évidemment, ça sera une autre paire de manches. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas le scénario que j'ai envie de privilégier, mais attendons de voir. En tout cas, voilà, c'est l'été, c'est la phase de transition. Transition également sur le pétrole, donc on a... La Chine peut éventuellement faire des stimulus, etc. Mais bref, si on parle de résilience économique, eh ben, on a toujours besoin du pétrole, etc. Quand on parle de démographie, c'est surtout l'Occident qui va peiner ces prochaines années, même si on peut toujours reparler d'immigration. Mais globalement,
la démographie mondiale continue d'augmenter. Les pays émergents vont continuer d'être très gourmands en hydrocarbures, et on continue de payer les pots cassés d'un désinvestissement que l'on a depuis 2014. Donc à ce stade-là, je ne crois pas que le pétrole remontera en ligne droite, etc., mais on a des hausses linéaires, ce que j'appelle linéaires. Donc pour autant, on n'a pas de signal non plus, hein, c'est-à-dire que tant que vous ne dépassez pas cette zone des 85-88$, vous n'avez pas de signal de vrai retournement haussier et de relance haussière, et si c'est le cas, on remettra à avoir peur sur l'inflation, et comme on aura peur sur l'inflation, on remettra à avoir peur que la récession sera amplifiée, puisque le prix des énergies qui monte, c'est autant d'argent qu'on ne peut pas dépenser sur autre chose, et donc on amplifie finalement la récession à venir. Mais même chose, voilà, sur ce pétrole, pour moi, on est dans une congestion qui est plutôt plate. Si on pète les 82$, on ira chercher 85-88$, mais ça sera vraiment ce niveau-là qu'il faudra passer avant de passer, je dirais, dans le mode, ok, ça commence à devenir récessionniste, un petit peu comme poussée haussière. Qu'est-ce que je voulais dire? Globalement, ne pas oublier qu'à un moment donné ou à un autre, on a les élections américaines l'année prochaine, qu'il va bien falloir remplir les cuves, également pour passer l'hiver, puisque a priori, on ne va pas vers un cessez-le-feu en Ukraine, donc on continue d'avoir des tensions d'offres pour les pays occidentaux. Même si, voilà, on a eu du temps pour se retourner globalement, mais il va bien falloir racheter. Donc on voit le gaz naturel qui remonte, le pétrole qui remonte un petit peu, etc. Tout ça, ça reste pour l'instant non volatile, on va dire. Donc pour moi, voilà, les chocs de marché, si vous voulez, c'est pas vraiment quand les prix montent ou baissent, c'est quand ils le font rapidement. C'est là où les opérateurs sont un petit peu pris au dépourvu, et c'est là où on a soit des euphories, soit des paniques, en tout cas des décisions qui sont très rapides, qui doivent être faites très rapidement, avec du collatéral qui peut à ce moment-là impacter. Mais si ça monte ou ça baisse, mais dans le temps, bah, tout le monde a le temps de petit à petit s'adapter, si vous voulez. C'est pas ça qui crée les turbulences. Si on regarde nos indices, le CAC 40, qui retrouve une certaine résilience, donc on voit les cyclic value qui retrouvent de la force, notamment les pétrolières, et on voit tout cela alors que le luxe patine, donc c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, que le CAC 40 a trouvé son relais dans l'automobile, le pétrole, les banques, pour compenser, je dirais, la consolidation du luxe. Donc ça, c'est très positif. On est en train éventuellement de sortir en voie des 7400 points pour essayer de revenir chercher les 7005. En tout cas, je dirais qu'au-dessus des 7003, 7260, hein, on en avait parlé le week-end dernier, c'est mon niveau de soutien, au-dessus duquel on reste positif à ce stade-là. Bien entendu, si les US commencent à corriger, ce que l'on voit, c'est qu'on corrige surtout sur les valeurs tech, mais tout ce qui est Dow Jones, etc., c'est plutôt résilient aussi. Donc on voit cette rotation en fait qui s'effectue. Donc ça c'est plutôt positif parce que on veut pas avoir toutes les valeurs baisser en même temps, parce que ça serait négatif globalement. Ça voudrait dire que le marché a vraiment peur quelque part de la récession, etc. Donc là on voit de la rotation qui se met en place. Ça c'est plutôt sain encore à ce stade-là. Le cuivre, je le regarde pour voir est-ce que le marché va anticiper ou pas le stimulus chinois. Pour l'instant, c'est plutôt neutre. Ce qu'on veut voir, c'est un débordement des 4$. Et là, on se dira, YOLO, on y va. L'euro-dollar, on a eu une tentative de cassure, on a le pullback qui est en train de s'effectuer. Ce sera intéressant de tenir soit la zone des 1,11, soit la zone des 1,10, mais c'est important de tenir ça. Et tant qu'on est là-dessus, on est sur un mouvement donc, de renfort de l'euro par rapport au dollar, donc de faiblesse du dollar. Donc c'est bon, quelque part, tant qu'on est dans cette tendance-là, c'est bon pour l'or, c'est bon pour les pays émergents, c'est bon pour l'Europe aussi. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas nécessairement d'exportation. Mais voilà, typiquement, donc, après, est-ce qu'on s'ouvre la zone des 1,14, 1,16? C'est ça la question. Mais à ce stade-là, je veux dire, si l'euro continue de monter, c'est aussi bon pour les US. Alors pas pour nous, Européens, qui sommes investis aux US, si vous n'avez pas fait votre compte directement en dollars, vous allez perdre de la performance. Mais c'est bon globalement, si vous voulez, pour aller chercher de la performance sur les valeurs américaines. Donc, c'est juste que je verrai de la surperformance sur les valeurs émergentes, et je vais inclure l'Europe dedans. Mais pour moi, voilà, les valeurs américaines continueraient de performer dans cette expectative où le dollar baisse. Mais pour l'instant, je dirais, voilà, on bloque sur cette zone des 1,12, 1,13, 1,14, et on va procéder par étapes. C'est quelque chose, à mon avis, qui se fait
qui se fait un petit peu de manière lente, et donc les 1,10, 1,11 à tenir. Si jamais on repasse en dessous des 1,10, 1,11, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi que le marché commencera à privilégier la récession ou le ralentissement économique qui fait un peu plus peur, on va dire. Et là par contre, ça serait un bémol pour les marchés pour moi. Je le mettrai en bémol à ce moment-là et en prudence. Au niveau de Nasdaq, donc les valeurs technologiques ont enfin consolidé, c'est du prorata, hein. Il faut bien dire que voilà, on était en hausse exponentielle, donc perdre 2%, ma foi, c'est au prorata, c'est pas bien méchant. On peut même revenir chercher les 15 002, c'est ma zone de support, 15 003, 15 002, on peut arrondir. Tant qu'on va tenir ça, ma foi, ben, c'est juste de la conso au prorata, on remet absolument rien en cause. Même si on revenait chercher les 14 950, voilà, ça serait un prorata un petit peu plus appuyé, mais ma foi, ça ne remettrait rien en cause également. Il faut considérer que ça sera certainement vu comme des opportunités et que donc on aura des rebonds. Mais peut-être qu'on a mis un petit coup finalement derrière la nuque et qu'on va un petit peu se calmer et au minimum faire du zigzag, donc plus trading que investissement, mais construire une figure. Et ce n'est que si on casse cette figure par le bas plus tard, qu'on se dira, ok, oui, on commence à casser un petit peu la dynamique. Mais là, il faut bien se dire qu'on a gagné 3000 points en l'espace de 2 mois. Bon, ben, on a le droit de perdre 500 à 1000 points, je dirais, sans pour autant changer la dynamique. Je garde cette oblique ici, pour moi, qui est importante. Donc on voit, elle est au 14 950, on va arrondir à 15 000 points. Mais tant qu'on va tenir ça, 15 000 points, 15 200, 15 003, c'est la zone de support sur laquelle on devrait réagir, et après on va voir les rebonds, et on va voir la force des rebonds, et là si on bloque sur les résistances, ben on va trouver une zone, si vous voulez, de bataille entre les acheteurs et les vendeurs, qui va être une congestion, et quand on en sortira, on aura une tendance, mais là du coup, ben, pour moi c'est pareil, c'est un petit peu l'été transitoire, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut se regarder d'autre? On peut regarder l'euro, l'euro on l'a déjà fait, on peut regarder l'or. Donc l'or, on a vu le dollar baisse, donc tout de suite on a l'or qui s'apprécie. Donc là aussi c'est intéressant parce que plus on va pas avoir peur éventuellement de ce ralentissement économique de cette récession, euh, plus on va se dire, tiens ok, est-ce que le dollar va vraiment impacter l'or, ou on va vraiment publiciter l'or en tant que refuge? Ça, ce sera une question très importante à répondre. Et une des réponses, bah, ça sera de casser cette zone des 2000 $, 1990, 2000 $. Ça nous permettrait de revenir vers le haut de la figure et de tenter de jouer le break haussier. Et là, celui-là, si on le fait, on peut partir justement dans une très forte dynamique sur l'or. Pour l'instant, c'est pas fait, on procède par étapes. On a le support à 1900, la résistance à 2000. On est en attente avec une médiane à 1950. Et en gros, tant qu'on est au-dessus des 1950, on tente de jouer le break des 2000. Si on passe en dessous des 1950, on redevient un petit peu plus prudent. Ça voudrait dire que le dollar également est en train de jouer. L'argent, c'est exactement la même idée pour moi. Et voilà, je tourne pas. Et matières premières agricoles, ça remonte aussi en termes d'inflation linéaire. Donc on est à peu près dans le même type de scénario. Au niveau d'action, je vais juste prendre ce qui est dans le top palmarès aujourd'hui. Et on va retrouver pas mal de valeurs dont on avait déjà parlé. Vous avez Garbet. Donc Garbet qui était dans cette zone de congestion, on avait parlé ici, on avait proposé comme plan, alors c'était sur l'académie, un peu plus de plans, mais l'idée voilà c'était d'accumuler des premières positions ici. On a eu le break là, ici sur le pullback on avait une autre accumulation, et là maintenant on est en suivi de position avec un premier niveau. Alors c'est pour éventuellement ceux qui sont plus court terme, mais un premier niveau de prise de profit sur lequel on est en train d'arriver, un deuxième niveau qui est sur cette zone des 20,70, 21 €, mais du coup voilà, un début de retournement qui est en train de se mettre en place sur Garbet, avec une belle construction. Ubisoft également, les résultats sont vraiment pas top, mais bon, on va se dire que le marché apparemment était au courant, s'était habitué, et la figure est vraiment pas mal, en sens contraire, c'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de travailler cette zone de résistance ici, mais tant qu'on va tenir la zone des 26-27 €, on va rester positif sur le retournement éventuel de cette figure, si on arrive à la casser par le haut, ce qui nous permettrait de libérer un potentiel entre 32 et 35 € par la suite. Tout ce qui est casino, guichard, etc., moi je laisse de côté pour l'instant parce que ça va se faire diluer, etc. C'est le feuilleton de l'été, j'ai pas suivi trop le détail, mais
voilà, je sais que je laisse de côté en attendant que Kretinsky ait fait son truc, on ait décidé de diluer, de combien, etc. Et après, peut-être qu'on va s'y réintéresser. Renault et tout le secteur automobile va bien, hein, déjà, depuis quelques mois. Alors Stellantis performe mieux, mais Renault également, on voit, est en train de tenter un break supplémentaire avec cette zone de gap qui sera ici en résistance. Si je prolonge ici, on a une oblique qui peut jouer un rôle de résistance. Alors, j'ai les graphes ajustés, donc il faut nettoyer un petit peu tous les anciens tracés. Mais l'idée est là. Donc c'est ça qui va être intéressant aussi pour le CAC 40, c'est que pour l'instant on a eu des belles performances du secteur automobile, etc. Et l'idée c'est de dire, ok, est-ce qu'on peut prolonger un petit peu nos rebonds, aller refermer des gaps et revenir sur les plus hauts. Et là, ça deviendra intéressant pour la suite. Les valeurs pétrolières, et notamment Morel et Probe, on en avait parlé à l'époque, je l'avais joué ici. Ici, on en avait parlé ici de la congestion, et puis on a fini par break. Donc on a fini par break ce niveau, on est arrivé sur la résistance, on a fait le pullback, accumulation, et là on est en train de revenir sur le niveau de résistance. Donc là, si on a une vue moyen terme, donc moi ce que j'aime bien, c'est jouer, si vous voulez, des allers-retours en mode trading, tant que la configuration n'est pas encore mûre, etc. Donc j'acquiers comme ça, on va dire, de la plus-value, qui me permet ensuite de prendre la valeur plus à moyen terme, ou d'avoir conservé un reliquat, on va dire, plus moyen-long terme, et de pouvoir le conserver plus facilement, parce que j'ai déjà fait des allers-retours qui m'ont amené des gains, des plus-values latentes. Donc mentalement, si vous voulez, même si le titre reflue, ou revient à break-even, revient à zéro, etc., mentalement, j'ai pas trop de frustration, parce que je sais que j'ai déjà fait mon beurre sur la valeur, et qu'en gros, là, j'essaye de tenter la tendance, la mise en tendance moyen-long terme, et si ça se fait pas, ça arrive, c'est très souvent le cas, et on accepte que voilà, on a une ou deux actions qui vont vraiment bien partir, et puis le reste qui va rien faire, ou trop rien faire, globalement, ou se retourner rapidement. Donc là, Morel et Prom, pour l'instant, je jouerai encore la cassure, pour moi, et le retournement moyen terme. Vous avez GL Evans également, c'est de la construction, il faut patienter, donc pour moi on est en train de valider plutôt des choses comme ça, hein. Donc surtout avec cette oblique ici, la congestion qui se fait ici, la double résistance à casser ici sur les 21 € pour essayer de relancer. Si ça bloque ici et que vous cassez par le bas, vous savez quoi faire. Elior Group, ça se regarde aussi, donc elle est assez volatile, assez nerveuse là-dessus, mais on peut avoir une tentative de relance si on arrive à casser cette zone. Alors c'est une zone qui est assez large, hein, je la mettrai aux alentours des 3 €, ici, hop. Donc un premier niveau ici qui permet de prendre le trade éventuellement, mais voilà, l'idée c'est de se dire, il y a quand même pas mal de résistance à passer au niveau des 3 € avant de commencer à parler relance, fermeture gap, tout ça. Donc il y a aussi beaucoup de probabilités d'échec. Donc c'est pour ça que c'est bien, quand vous avez pas mal de probabilités d'échec, parce que vous avez pas mal de résistance au-dessus de la tête, c'est bien si vous voulez de prendre le trade le plus tôt possible, parce que on est très proche du niveau d'invalidation, donc on a un ratio gain-risque qui est plus intéressant, et si ça s'invalide, ce qui a le plus de probabilité de se faire, on sort avec très peu de pertes, voire pas du tout, on a break-even, etc. Mais au moins on se donne l'opportunité de voir si ça peut pousser. Et donc là, après, ça peut pousser, mais il y a aussi beaucoup de probabilités que ça bloque et que ça retombe derrière, plutôt que ça perce tout. Mais ça se joue, donc on le tente, on ne sait pas à l'avance ce que ça va faire, si ça va être la bonne, si ça va pas être la bonne. Donc le but, c'est d'avoir la position, de le tenter, et après, on juge un petit peu en fonction de comment on arrive sur les résistances et comment ça se joue. Nanobiotics a pas mal bougé avec pas mal de news, etc. Pour moi, on est sur un niveau de prise de profit à ce stade-là. Sartorius Sterim, ça reste une tendance baissière, mais on a du rebond qui s'est mis en place, qui vient essayer de travailler l'énorme zone de gap, et pour l'instant qui bloque un petit peu. Il y a encore beaucoup de construction sur Sartorius, mais ça reste forcément pour moi une valeur à avoir dans ces listes de suivi. C'est juste derrière une mise en maturité de la configuration en fonction du profil. Beneteau, les résultats sont bons, hein, on retrouve pareil des très bons résultats sur Katana et compagnie. Maintenant voilà, le quid pour le marché, ça va être ralentissement économique, est-ce qu'on va impacter le marché ou pas, patati patata, toujours la même chose. Graphiquement, pour moi, tant qu'on ne remonte pas au minimum au-dessus des 15,50 €, je vais arrondir, on rejoue pas la hausse. Donc en gros, je me mettrai en attente,
en attendant qu'on casse les 15,50 € pour rejouer la tendance haussière. Donc là, je me mets en attente. Et si ça casse par le bas, ça veut dire clairement que le marché commence à valider sur toutes ces valeurs-là plus cycliques, on va commencer à regarder un petit peu plus du côté de la récession. Plastique, Omnium, même chose que pour la majorité des constructeurs auto et équipementiers, on a eu des très belles perfs, hein, donc on avait les belles congestions ici, ça aussi on avait bien parlé dans l'académie, et c'était Pollux qui en avait parlé, de souvenirs. Moi j'étais plus sur Forvia ou Valeo, et là vous avez l'oblique qui break, et donc tout de suite la poussée qui se met en place. Donc les niveaux éventuels pour moi, c'est d'essayer d'aller attraper. Alors on va voir une zone comprise entre les 19,50 € et les 20 €. Ça serait une première des zones, même si on peut avoir des consos intermédiaires à ce stade-là, mais on a des supports dorénavant sur les 17,70 € et 17 € qui permettent un petit peu de voir la suite. Valeo, c'est la même idée, on est en train de revenir sur la résistance, passera pas, si ça passe, on peut s'ouvrir éventuellement les 22-23 € en guise d'objectif, qui avait été ici une zone de support avant qu'on lâche. C'était la guerre d'Ukraine. Sort de groupe également, donc on va retrouver pas mal de petits titres comme ça, qui sont ma foi très intéressants, hein, fondamentalement parlant et tout, on va rien remettre en question, mais ça consolide. Alors ça consolide pour le pire et le meilleur. Donc là, sort de groupe, ils sont plutôt adeptes des dividendes exceptionnels, donc pourquoi pas, encore cette année. On voit que si on arrive à déborder la zone des 42-43 €, c'est ce que le marché va jouer, va essayer d'anticiper pour se placer au cas où. Et donc là, ça serait un bon signal. Vous avez OB également, qui est un petit peu dans le même type de configuration, petite valeur qui est un dossier très intéressant à garder dans ses listes de suivi, etc. Parce que si jamais c'est vendu, c'est toujours intéressant, ça ouvre toujours une fenêtre d'opportunité. Éventuellement, si je dois vous donner un niveau long terme sur lequel éventuellement le titre reviendrait qui serait intéressant, c'est une zone comprise entre les 37 € et les 35 €. Après, est-ce qu'on va y revenir ou pas? J'en sais rien. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est une neutralité. On voit une incapacité à dépasser les 48 €. Donc, tant que c'est le cas, on ne joue pas la cassure par l'eau et la relance. Je tiens à dire que si jamais on venait à avoir une cassure des 48 €, on jouerait la relance sur OB. Mais je partirais du principe aussi que ça serait un signal pour la majorité des petites caps et un retour des flux sur les petites caps. Donc c'est pas rien également de regarder des petites caps qui sont très suivies, qui sont très achetées par les fonds et par énormément de personnes qui regardent les fondamentaux, parce que ça peut vous donner également des indications de la santé du secteur dans son ensemble, et des petites caps. Si on voit des flux qui reviennent sur ces leaders entre guillemets des petites caps, il y a fort à parier que les autres suivront. Et donc ça vous donne aussi une indication de la santé du marché. A contrario, là on voit les résultats ont été plutôt vendus. Pour l'instant, on arrive à tenir les supports, mais on arrive au bout de la figure de congestion. Donc là aussi, l'été sera source d'une décision. Si on casse par le bas, pour moi, ça deviendra négatif. Alors après, quels seront les niveaux de support qui seront recherchés? Comme on en a parlé, 40 €, 38 € éventuellement. D'un point de vue long terme, ça pourrait être, si on revient là-dessus, ça pourrait être vu comme des opportunités. Mais pour moi, voilà, c'est juste pour l'instant, on n'a pas de signaux, on bloque le capital. Et donc du coup, c'est vraiment un débordement des 48 € pour moi qui est à observer et qui donnerait le signal. Je passe plus rapidement sur un petit peu plus de choses. J'ai Karma, ça se regarde. Alors après, voilà, c'est pas un investissement au sens propre du terme, parce qu'ils vont avoir besoin de lever encore des capitaux, etc. C'est pas mature, même si c'est une medtech, c'est à jouer comme une biotech, parce que c'est assez binaire, etc. Mais voilà, après, personnellement, moi j'ai la position, parce que ça me tient à cœur de ce projet, pour des raisons personnelles, etc. Et tant pis, je sais que je perds de l'argent, etc. Mais j'aimerais le voir, j'aimerais voir ce projet aller au bout. Et donc s'il y a des augmentations de capital, je participe, parce que c'est le seul moyen, aujourd'hui, si vous achetez la valeur, vous donnez pas d'argent à la valeur. Si vous voulez vraiment participer au projet, vous devez participer aux augmentations de capital. Parce que c'est ça, l'argent, il va réellement à la société à ce moment-là. Là, c'est du marché secondaire, donc l'argent, il va juste au mec qui vous vend les actions. Si on vient à graphiquement parlant, on se dit, ok, peut-être qu'on a une fin d'hémorragie. Je ne fais absolument aucun jeu de mots. Ou en tout cas, ils ne sont pas recherchés. Mais
typiquement, voilà, on a une énorme figure, on a un début de retournement qui est en train de se mettre en place. Si on arrive à percer les 8 euros, on voit qu'on peut avoir des poussées en effet, qui nous permettraient de revenir chercher, pourquoi pas, jusqu'à cette zone des 9 euros, 9,70 €. C'est un titre qui peut être assez volatile, bien entendu, en fonction des news. Mais voilà, on a peut-être un début de quelque chose, mais c'est une valeur qui évidemment est à pondérer dans votre portefeuille, qui n'est pas pour tous les profils, parce qu'on est sur quelque chose d'un un petit peu plus spécu. Eurofin Scientifique, un petit peu comme Sartorius, c'est un petit peu les mal-aimés, on a un début de quelque chose. Donc on a un bon rebond, on bloque là sur zone de résistance, on peut voir une double zone de résistance, 61 €, 63 €, et donc on a une congestion qui se met en place. Tant qu'on va tenir, pour moi, les 58 €, c'est une zone qui m'intéresse pour de l'achat. Mais après, il y a du boulot, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir casser les différentes résistances pour pouvoir pousser. Et ça, à mon avis, si vous voulez, si les marchés américains se cassent la figure un petit peu plus, il va pas falloir trop miser là-dessus. Mais voilà, on a un début de quelque chose, ça se regarde. Il y a les résultats également, donc ne pas négliger que les résultats peuvent amener de la volatilité. Donc ça se regarde à ce stade-là. Si on y va, c'est avec une petite taille de position qu'on va accumuler ensuite, une fois les résultats passés, premièrement, et deuxièmement, une fois qu'on a des résistances qui passent un petit peu plus. Mais ça fait, typiquement, ça aussi, voilà, même si c'est pas le bon bout maintenant, ça fait partie des valeurs que je garde toujours dans mes listes de suivi, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, elles reviennent sur des configurations qui sont intéressantes. C'est toujours pareil, si vous voulez, hein, moi, je pense que la majorité, beaucoup de personnes cassent du sucre, si vous voulez, sur les traders, etc. C'est facile avec les statistiques. On oublie, si vous voulez, que les statistiques, ce sont essentiellement les sociétés de CFD et de produits dérivés qui ont l'obligation de les donner. Donc forcément, vous avez des profils avec des petits comptes qui sont tournés vers des produits dérivés, du levier, etc. Donc forcément, vous avez un taux de déperdition et de perte qui est beaucoup plus important que si vous allez regarder des comptes PEA, etc. Même si, bien entendu, je dirais qu'une majorité perdent certainement. Mais l'idée, si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est de se dire, pour moi, ce qui est important, c'est de se focaliser sur une liste, si vous voulez, de valeurs de qualité, ou de valeurs suffisamment volatiles qui répondent à notre personnalité, profil, etc. Et de rester câblé là-dessus. Et après, si vous voulez, si on a un petit peu plus de temps, etc., on va aller faire de la recherche et piocher un petit peu, et changer, et faire évoluer nos listes. Mais moi, je travaille comme ça. J'ai essentiellement des listes de suivi que je vais faire évoluer au fil du temps en fonction de ce qui sort des screeners, de ce qui sort de screeners fondamentaux également, que je regarde, et voilà, et je vais petit à petit affiner, mais je vais toujours essayer de m'affiner. Parce que sinon, vous êtes éclaté, si vous voulez, il y a trop de titres à suivre, etc. Et vous êtes frustré, et en fait, vous êtes partout et nulle part. Donc c'est important, si vous voulez, de concentrer, je dirais, pour aller chercher de la performance, de concentrer un petit peu plus les portefeuilles, et souvent on me demande, pour moi c'est 8-10 valeurs. Alors vous pouvez en avoir 20 ou 30, si vous voulez, mais 8-10 valeurs, en gros, c'est ce qui doit représenter le gros de votre portefeuille. Et après, vous pouvez en avoir 10, 15, 20 de plus, si vous voulez, dans votre portefeuille, mais qui ont des tailles de position qui sont très petites, et qui sont soit des reliquats de trucs que vous avez déjà pris des profits, et que vous attendez peut-être pour vous replacer, soit des débuts de position parce qu'on est en attente, etc. Mais je dirais que la majorité des gens, en gros, 8-10 valeurs, ça doit faire la base et le gros du portefeuille, parce que c'est comme ça qu'on va aller chercher la surperformance, et que notre but c'est bien ça, parce que sinon, autant acheter un tracker, hein, si votre but c'est pas d'aller chercher la surperformance, avec tous les aléas que ça peut comprendre, etc. Mais en gros, voilà, pour moi c'est ça c'est comme ça que je verrai, si vous voulez, et pareil, dans le trading, il y a trading et trading, si vous voulez, pour moi, conserver, ce qui m'a toujours le plus rapporté, c'est conserver les actions quelques semaines. C'est mes meilleurs trades, entre guillemets, en termes de performance, de temps dépensé, de stress, tout ce que vous voulez. C'est toujours quelques semaines. Je recherche des configurations qui peuvent me donner quelques semaines. Après, ça m'empêche pas de faire des fois du day trading, etc., bien entendu, mais je sais ce que je fais à ce moment-là, je sais ce que je vais rechercher, par rapport à une news, par rapport à un truc, mais
Mais voilà, je sais très bien que ça c'est très usant, je pouvais le faire pendant très longtemps à mes débuts, mais aujourd'hui c'est plus ce que je vais rechercher en priorité, je vais le faire sporadiquement. Mais pour moi l'essentiel, si vous voulez, c'est vraiment de se focaliser par rapport à ça, 8-10 valeurs, comme prendre un trade, et toujours quand vous prenez un trade, pour moi c'est quel est votre potentiel. Le but, c'est d'avoir le titre pendant quelques semaines, donc de prendre quelque chose qui est déjà en tendance, quelque part, ou qui a des bonnes probabilités d'avoir ce retournement. Et donc pour ça, moi, je me mets une règle, je me mets, est-ce que... Alors ça dépend des titres, bien entendu, mais sur mon portefeuille dynamique, où je vais essayer d'aller chercher un petit peu de spécu, etc., je me dis, est-ce qu'il y a 20% à faire? S'il n'y a pas 20% à faire, je prends pas le trade. Ou je prends pas la position que je voudrais, ou la taille de position que je voudrais prendre encore. Parce que ce que je veux, si vous voulez, c'est pas faire 20%. Éventuellement, j'en ferai que 10. Mais si je pars du principe qu'il y a un potentiel de faire 20%, ben ça va être plus simple que l'action m'en donne 10, globalement. Que si je vois qu'il y a une configuration intéressante, mais le potentiel à la prochaine résistance qui a l'air bien dure, il est que de 10, ben, potentiellement, si ça va pas se passer comme je veux, etc., il y a peut-être que 2-3% à gratter, ça bloque le capital, etc. C'est moins intéressant. Donc je veux plutôt aller chercher des titres où je me dis, tiens, il y a un potentiel qui peut être pas mal, parce que c'est un petit peu comme ce que disait Mark Twain, ou peut-être autrement, parce que de nos jours, on sait plus trop qui a dit les citations, et on trouve un petit peu de tout le monde. Mais en gros, faut viser les étoiles pour atterrir sur la Lune, quoi. Donc en gros, mon vrai objectif, c'est d'aller chercher la Lune, mais je sais que j'ai une probabilité de me louper, donc en gros, je vais pas viser la Lune, je vais viser les étoiles. Hein, on trouve des fois la citation inverse, mais je pars du principe que les étoiles c'est plus loin que la Lune, donc je l'inverse moi. Donc en visant les étoiles, quelque part, je sais que même si je me plante, donc en visant les 20%, je sais que même si je me plante, je vais tomber sur les 10% de la Lune, mais ça va me satisfaire parce que c'est mon objectif, c'était mon objectif principal à la base. C'est un petit peu comme les mecs qui font de la négo, je crois que c'est le truc de pied dans la porte, etc. C'est en gros, on fait une offre un petit peu... On fait une offre un petit peu trop grosse, mais notre objectif, finalement, c'était l'offre plus petite, qui va être acceptée parce qu'on a fait une offre trop grosse à la base qui a été refusée. Je referme la parenthèse, je suis en train de partir complètement en vrille. On va faire quelques autres actions. Poum 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 poum. Vous avez Française de l'énergie, je sais que c'est assez suivi ça. Ça reste un petit titre, on voit qu'il a bloqué sur les 50 euros. Donc en gros, on a une large construction qui va se faire, si je retrouve mes petits. Donc on est en mode attente. Là, je tracerai le titre comme ça. Pour l'instant, on va voir. Mais vous voyez, vous êtes très large dans le zigzag, donc c'est plutôt du trading, même si c'est un titre qui est un petit peu illiquide pour faire du trading. Mais en gros, il n'y a pas de grosse décision de tendance qui va se faire là-dessus avant un petit moment. Et voilà. Donc je laisserai... je conclurai sur ça, si vous voulez. Tiens, il y a Esker aussi qui revient un petit peu de nulle part. Donc on a une petite congestion ici, tac, et tac. Et on est en train de revenir sur la médiane. Donc si on a le break, éventuellement, ça peut se jouer. Voilà, après, ça se réfléchit en termes de potentiel et d'horizon de placement. Mais voilà, les niveaux éventuels, 165, 175. Si la croissance continue de se faire démonter aux US, la résilience là que l'on a actuellement sur le titre éventuellement ne tiendra pas. Donc voilà, c'est vraiment éventuellement sur le débordement des 150 que certains le prendront en mode moindre risque. Sinon là c'est en mode anticipé, donc taille de position à adapter. Hein, je rappelle, hein, il y a les objectifs, comme je vous ai dit, entre la Lune, les étoiles, mais la taille de position. Beaucoup de personnes parlent des stops, mais pour moi, le plus important c'est votre taille des positions, si vous voulez. Le stop vient après, dans la gestion de votre risque. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, comme d'habitude, j'espère que les vidéos vous intéressent, vous plaisent, vous apportent peut-être quelque chose. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, quels sont les titres que vous suivez, comment vous voyez la suite du marché, par rapport, voilà, quelles hypothèses vous avez, vous, ça peut permettre de rendre la pensée plus exhaustive. Et je vous souhaite de bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance d'en prendre. Et puis voilà, excellent week-end à vous les graphes. On se retrouve lundi pour des nouvelles chroniques. Je vous lâche pas pendant l'été. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également ces prochaines chroniques et ces prochaines vidéos. Salut!